Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour à vous. Vous entendez? Très très bien. J'espère que c'est pareil de votre côté. D'accord. Vous êtes où là? Je suis sur Nantes. J'ai D'accord. malheureusement pas pu me déplacer, je suis désolé. D'accord. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient aussi peut-être. On va faire un tour de table pour présenter les intervenants. Donc, on va commencer par Marion. Je m'appelle Marie-Arnaud, je suis étudiante en quatrième année à EPITA et je suis la majeure de système, réseau et sécurité. Sécurité, réseau et système. Il y a les trois. On va proposer à Pierre de se présenter. On a Très déjà bien. entendu sa voix. Pierre Landais, en Master 1 à l'ISE Nantes, qui est une école d'ingénieurs aussi, et représentant donc, du Bureau national des élèves ingénieurs en tant que vice-président adjoint au département réseau. D'accord, merci. Foucault? Ouais. Foucault, je suis en première année de master à la Burgundy School of Business, qui est une école de commerce qui est basée à Dijon, et je suis aussi chargé de mission à la vice-présidence externe du Bureau national des étudiants en école de management. Voilà. D'accord. Dans l'ordre, on va prendre Luc. Luc Jarry-Lacombe, bonjour à tous, CEO et cofondateur de BC Diploma Blockchain Certified Diploma, on en parlera tout à l'heure, et membre du CHN, Comité Habilitation Numérique de la Conférence des grandes écoles, qui travaille autour du label Fort Digital. Merci. Et notre dernier participant, Julien. Julien Ossetti, responsable de la chaire gouvernance du risque cyber à Rennes School Business, par ailleurs chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et donc moi, Robert Héra, donc il y a quelques temps, j'étais à EPITA et depuis quelques jours, je suis revenu à l'ESUA et j'ai pris en charge le bachelor en cybersécurité et les cours d'informatique en cycle licence. Et puis plein d'autres choses comme d'habitude. Alors, donc, l'idée de la dernière table ronde, c'était de mettre un peu en avant ce qui se passe dans les écoles et surtout du point de vue des étudiants, qu'ils soient d'ailleurs étudiants dans des formations cyber ou pas. Il n'y a pas que la cyber. Et donc, on va laisser la parole à Luc Jarry-Lacombe, qui va nous expliquer son concept de blockchain diploma. Très bien. Alors, je ne suis pas étudiant, pour préciser. Oui, moi non plus. Pour lever toute ambiguïté, moi non plus. Ceci étant, j'ai un grand attachement au monde de l'éducation, parce que je suis agrégé de maths de formation. Oh. Et j'ai été directeur de prépa de longues années avant de partir dans l'IT pour l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, en rigolant, je dis toujours que je n'ai jamais quitté l'école. Ouais, moi non plus. Voilà. BC Diploma, Blockchain Certified Diploma, société que j'ai co-créée avec Vincent Vanguard il y a 4 ans. Son nom est assez parlant. On vient certifier des diplômes grâce à la blockchain et c'est une application qu'on installe dans des établissements d'enseignement supérieur, à ceux qui en ont besoin, ceux qui le souhaitent, qui leur permet d'émettre des diplômes 100% numériques, infalsifiables, et de permettre à leurs étudiants de les partager. Combien de temps on a pour échanger? En tout, on a 1h15, mais je ne vais pas vous laisser 1h15. Ok. Là j'avais prévu 5-10 minutes. 5-10 minutes. Super. Alors, en 5-10 minutes, j'ai envie de vous parler de 3 points qui sont liés au thème de la journée. À travers tout ce qu'on fait dans notre société, avec les écoles, autour de l'objet diplôme, il y a tout un travail de sécurisation de données. On va parler de en quoi on sécurise la donnée et pourquoi. Sécuriser le partage de la donnée et son utilisation, et avec quelle techno. Et in fine, on va se demander pour quels usages et quelle valeur ajoutée. Donc, dans le thème de la journée, pour qu'on s'intéresse à la sécurisation des données des diplômes, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans les systèmes d'information de gestion des écoles, les données des diplômes, c'est une donnée à très très grande valeur ajoutée. Il y a des données sensibles, des données personnelles. Il y a une obligation de la part des écoles de garder ces données pour pouvoir délivrer des attestations officielles pendant de très longues périodes dans le temps. Dans un contexte de stress de cybersécurité, il faut être capable de garder ces données intègres sur une longue période. Donc, il y aurait des drames si une école perdait des historiques
de données de diplomation. Donc, il y a une réelle importance sur la sécurité de ces données-là. Et la cybersécurité long terme, ce n'est pas forcément le métier premier d'une DSI, d'une école, dont sa mission est la pédagogie. Donc, on vient travailler avec une technologie blockchain qui permet de créer un registre stable, pérenne, et dont on est sûr dans le temps qui ne peut pas être altéré ou perdu ou hacké, puisqu'on parle de cybersécurité ici. Premier point. Deuxième point, on vient travailler sur la sécurisation du partage de cette donnée, puisque c'est assez parlant, hein, l'objet diplôme, hein, il est remis à l'étudiant qui va le remettre lui-même, utilisé dans divers contextes, à des recruteurs, etc. Et là, notre travail, grâce à notre technologie blockchain, est de permettre à l'étudiant de présenter dans un contexte 100% numérique et digital une attestation à un recruteur en étant certain que l'objet numérique qu'on consulte n'a pas été modifié, c'est-à-dire qu'on lit bien en temps réel des données qui proviennent de l'école avec la certitude qu'elles ont été émises par l'émetteur et qu'elles n'ont pas été modifiées depuis. Donc là, on a travaillé sur la valeur immédiate en termes d'authenticité pour l'employabilité, la mobilité des étudiants. Donc, in fine, on a deux axes de valeur. Acteurs de transformation digitale de l'école, on va sécuriser les données, améliorer des process dans la gestion de données, et on permet à l'école de rendre un meilleur service à l'étudiant, puisqu'il peut présenter des données authentiques avec une réelle sécurité dans l'usage. Avec quelle technologie on fait tout ça? Avec une technologie brevetée. On a passé les 2 premières années de la société à faire uniquement de la R&D, à déposer un brevet qui est international maintenant, autour de la question du stockage dans un environnement décentralisé, en particulier des blockchains, pour créer des registres de données qui vont être et infalsifiables et pérennes dans le temps et indépendants des futures évolutions des services du système d'information de l'école. Et qu'on peut interroger, si on a les bons droits pour les interroger, donc il n'y a pas beaucoup de cryptographie derrière, qu'on peut interroger si on a les bons droits pour délivrer en temps réel une lecture du registre blockchain à un tiers, avec une utilisation in fine simplissime, c'est-à-dire qu'on installe un outil très très simple dans l'école, avec parfois des mises en production, des projets qui durent une semaine, du tout début à la mise en production, et une utilisation simplissime pour les clients qui n'a qu'un lien qui lui appartient, qui est non devinable, sécurisé, etc., mais qui lui appartient et qui peut partager à un tiers qui, lui, n'a qu'à ouvrir une page web qui lui présente des données et des preuves. Gros travail, bien sûr, sur l'impact écologique, puisque quand on pense blockchain, dans l'imaginaire collectif, il y a des questions de consommation énergétique qui peuvent être abusives, etc., etc. Donc, on travaille avec les blockchains les plus récentes. Donc, notamment, on est non adhérent à une blockchain en particulier. Donc, là, on a évolué et on est sur les blockchains de dernière génération qui affichent des consommations énergétiques hyper intéressantes. Et en tout cas, dans des contextes, dans des échelles normales pour le monde web et le monde informatique toujours. On a une grande fierté côté BC Diplomas, c'est d'arriver à mettre les avantages de la technologie blockchain, à savoir pérennité, sécurité, traçabilité, au service des données des diplômés et des écoles. Et on se rend compte que pour des diplômes, on a besoin assez naturellement de ces 3 propriétés. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'était même pile dans les temps et très clair. Alors, je ne suis pas censé poser de questions sur la sécurité, donc je vais m'abstenir. Là, vous sécurisez le diplôme, pas les résultats. Par exemple, si vous voulez candidater dans certains MBA prestigieux, on demande le diplôme, mais on demande aussi les résultats académiques. Là, c'est le diplôme que vous protégez. Alors, je n'ai pas pris le temps de le dire, mais l'outil qu'on met à disposition des écoles est agnostique sur les données traitées et permet de traiter, c'est-à-dire de sécuriser n'importe quelle donnée et de restituer les données qu'on a choisi de sécuriser. Du coup, on travaille aussi bien sur des diplômes, sur des attestations de compétences, des blocs de compétences, d'autres documents administratifs, voire des cartes d'étudiants, des cartes d'accès, et rien n'empêche. Et il y a certains clients qui ont des projets de transcript, relevé de notes. Et donc, on a une technologie qui déjà dépasse le monde, puisqu'on travaille également pour l'AFNOR, la certification ISO. Donc,
la technologie en elle-même qui travaille avec la blockchain est extrêmement neutre en termes d'application. D'accord, merci. Il y a une question de Pierre Madjan, on va peut-être la garder pour la suite. Elle m'a l'air un peu technique et j'avoue que je n'ai pas la réponse telle quelle. Ouais, on va garder l'autre question aussi tout à l'heure. On y revient pour les questions tout à l'heure. Quand on termine ses études avec succès, on a effectivement un diplôme. Donc là, on a eu la vision de baisser le diplôme pour protéger les données. Mais avant de terminer ses études, il faut choisir une école. Donc moi, j'ai une question pour nos 3 étudiants, enfin nos 2 étudiants et notre étudiante. C'est aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que les politiques de sécurité au sens large dans les écoles ne sont pas un critère de choix pour choisir son école. Je mets de côté le contenu des formations, c'est juste ce que l'école annonce. Je pense que c'est une double réponse. Il y a certains étudiants pour qui c'est vraiment un critère de choix, parce qu'ils ont conscience des enjeux cyber et ils ont conscience de la nécessité de la protection de la donnée. Et pour d'autres, ça n'est pas encore un réel sujet. Je prends le parallèle souvent avec l'urgence écologique et climatique. Aujourd'hui, on a conscience des conséquences et des enjeux climatiques et écologiques sur la planète et sur notre écosystème, sur notre biodiversité. Et je pense que pour que les étudiants se rendent compte des véritables enjeux cyberdéfense et sécurité et protection de la donnée, il faut qu'on mette en avant des problématiques qu'on rencontre tous les jours dans notre quotidien et qu'on mette en avant aussi des cyberattaques pour qu'on se rende compte et que des experts parlent de ce sujet pour montrer aux étudiants que ce n'est pas un sujet anodin et qu'il est tout aussi important que l'urgence climatique. Et le cours de l'histoire nous montre qu'on va aller vers une digitalisation qui sera beaucoup plus importante et beaucoup plus conséquente. Et je pense qu'il faut se préparer avant qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est à notre âge aujourd'hui. On essaie de récupérer les erreurs ou les non-actions qui ont été faites dans le passé. Et je pense qu'il faut travailler sur une intergénérationnalité des sujets et avancer sur ces problématiques-là. Voilà. Effectivement, je pense aussi qu'il y a le fait qu'on n'est pas forcément sensibilisé avant de rentrer en école. Pour ma part, quand je suis rentrée, je n'étais pas forcément très au fait de tout ce qui se passait en termes de cybersécurité. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser et à vraiment prendre part à ces sujets en entrant à l'école avec les sensibilisations qui ont été faites à l'école. D'accord. Et on peut avoir l'avis de Pierre ? Oui, je rejoindrai l'avis de mes collègues en disant qu'on a clairement un manque de sensibilisation des étudiants avant et même certainement pendant les études, qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. On a des alertes incendie, des choses comme ça, enfin on a des exercices similaires. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose au niveau de la cyber, que ce soit avec des mails de phishing, enfin des choses comme ça, des clés USB qui traînent. À l'heure actuelle, c'est sûr que ce n'est pas un critère de sélection majeur dans le choix d'une école, je pense. Parce qu'on attend d'une école, je pense, 2 choses. En tout cas, quand on parle de cybersécurité, on va dire pour le commun des mortels, c'est déjà de ne pas avoir de déni de service, d'avoir d'une formation en continu qui n'est pas altérée, la qualité n'est pas altérée, surtout avec cette période de Covid où on digitalise de plus en plus de choses, en effet. Donc, l'idée, c'est que ces systèmes ils soient tout le temps opérationnels, que ce soit les cours, les systèmes de visio, etc. Et donc, tout ça, je pense que c'est, entre guillemets, un droit et pas un critère de sélection. Et le second, c'est bien évidemment le choix d'outils technologiques qui respectent nos données personnelles. Et c'est encore, j'espère que c'est quelque chose que les écoles font ou devraient tendre à faire. Alors, je vais rebondir sur la dernière phrase, là, les données personnelles. D'un point de vue, et vous avez parlé du futur aussi tout à l'heure, vous êtes étudiante, vous laissez des traces partout, des traces numériques. Vous vous êtes intéressé à la manière dont nos écoles vont gérer ces traces numériques. J'ai un exemple concret, ça fait longtemps que j'enseigne. Moi, j'ai connu l'époque où on affichait toutes les notes dans le couloir. Puis un jour, je commence à faire de la sécurité, puis je vais voir la CNIL, je lis des textes, puis un jour, je dis quand même, c'est une donnée personnelle. Je veux dire, quelqu'un qui vous dit à 40 ans, j'ai créé 3 boîtes, j'ai fait des études brillantes, alors qu'il a toujours eu 0, c'est gênant, quoi. Et j'ai commencé à militer pour qu'on les enlève. Ça a pris des années, quoi. Mais aujourd'hui, c'est partager une quantité phénoménale d'informations. Vous vérifiez ce que les écoles vont garder ou pas.
Alors pour ma part, je pense qu'on a été aussi sensibilisés au cours de notre cursus sur, par exemple, nos droits d'avoir l'accès aux informations qui sont récupérées sur nous et que l'école a, que ce soit en termes de notes du coup, que ce soit en termes d'identité numérique aussi. Je pense qu'on sait qu'on a la possibilité de savoir si nécessaire et si on a envie les données qui sont regardées. Après, ce n'est pas une démarche que tout le monde fait en tant qu'étudiant. Je pense qu'effectivement, il y a assez peu de demandes, même si on le sait, on ne prend pas forcément le temps et je pense qu'on ne comprend pas encore tout à fait l'enjeu qu'il y a derrière cette demande. Et du coup, je pense qu'on n'est pas encore assez au fait de tout ce qu'on laisse comme données et de ce qu'on peut supprimer, par exemple, comme données en partant. Oui, il y a les traces directes, celles qu'on laisse à l'école, et puis il y a déjà eu plusieurs personnes qui ont été licenciées parce qu'elles sont mises sur un réseau social des photos qui les montraient en état d'ivresse pendant le week-end d'intégration ou des choses comme ça, qui remontent 5 ans après. Alors, je pense que vous devriez vous y intéresser. Il y a une autre question de Pierre, c'est la 3e, je crois, de Pierre. On va garder un quart d'heure pour vous, Pierre. C'est l'autre Pierre, c'est pas Pierre Land. Alors, moi, je suis à la fois animateur, mais je ne vais pas prendre le rôle d'enseignant. On va demander l'avis d'un enseignant, en plus, dans une école de management, j'allais dire de commerce, mais ça a changé. De management. et donc, il n'est pas spécialisé en cyber, mais il y a quand même une chaire en gouvernance de cyber. Alors non, ça pose la question, en fait, non seulement de l'évolution de la culture cyber de nos jeunes étudiants, ça on va peut-être en parler tout à l'heure, mais aussi de l'importance peut-être à terme d'aboutir à des profils qui soient idéalement hybridés. C'est-à-dire que c'est une chose de former des ingénieurs, enfin en France de très grande qualité, ça tout le monde le sait, mais c'est aussi un enjeu de cyber qui irrigue bien au-delà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est face à des enjeux d'une part très concret, très micro, là aussi je vais peut-être y revenir, et aussi des enjeux qui peuvent nous dépasser, des enjeux très macro. Prenez actuellement ce qui se passe, je ne vais pas trop dériver, mais ce qui se passe en Ukraine. On est face à un conflit qui se produit à nos portes, qui a une petite composante pour l'instant cyber, une composante informationnelle, peut avoir certains impacts là aussi sur la présence, le travail de nos entreprises dans telle ou telle région. Et plus largement, ça pose vraiment la question d'être en mesure de répondre à des attaques qu'on penserait circonscrites au théâtre ukrainien, mais qui, bien souvent, ça on verra, je pense, à venir malheureusement, et s'aimer bien au-delà de ce contexte-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette culture générale du cyber, elle doit aller, je pense, bien au-delà des seuls enjeux, qui sont évidemment fondamentaux en matière de sciences dures, et aller dans des connaissances, dans un approfondissement en matière de droit, de géopolitique, de risque métier, avec là aussi des enjeux en matière de gouvernance interne aux entreprises qui sont aujourd'hui tout à fait centraux, qui commencent à être très bien appréhendés, non seulement par les DSI déjà qui voient leur métier évoluer, qui doivent prendre en compte finalement des aspects qui étaient auparavant dévolus au risk manager, et par les DRH qui voient aussi les métiers progressivement évoluer, avec pour chacun d'entre eux des composantes là aussi, des petites touches cyber qui sont incontournables. Je pense par exemple aux directions financières. On peut difficilement occulter aujourd'hui cette part, cette culture du risque cyber qui quand même les concerne aujourd'hui de très près. Donc je dirais que c'est une vision d'ensemble, c'est une focale assez large qu'il faut aujourd'hui avoir. Alors, ce que je dis maintenant a peut-être une dimension idéaliste. Il faut aussi pouvoir, évidemment, passer à l'étape suivante, qui est d'accomplir ce type de formation, de modules, et afin d'arriver à un changement de culture. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà pratiqué en Grande-Bretagne, aux États-Unis, avec peut-être un temps d'avance sur nous, très certainement en matière, avec des différentes cultures aussi en matière d'enseignement supérieur. Mais je pense qu'en France, on a une vraie carte à jouer parce qu'on a aussi des filières d'excellence en matière managériale, en matière de filières juridiques, géopolitiques. Donc, il y a un vrai moment aujourd'hui, je pense, pour arriver à terme à hybrider ces profils et à faire en sorte que nos jeunes qui vont occuper des fonctions de manager en entreprise à différents niveaux
soit acculturés au cyber et puissent répondre dans des contextes de crise, par exemple. Il y a un enjeu très, très bête et très concret qui est la communication en crise cyber. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un ransomware qui paralyse vos jeux de données? Voilà, on s'est aperçu à la faveur du Covid-19 qu'une majorité, notamment PME, TPE, choisissaient de ne pas porter plainte et ne communiquaient pas du tout sur l'attaque qu'ils avaient subie. Or, précisément, une des consignes données par l'ANSSI est d'aller porter plainte et de ne pas hésiter à entrer dans une démarche de publicisation, mais de communication, afin aussi de faire en sorte que les entreprises touchées ne sont pas seules et qu'il y ait une démarche collective ensuite pour répondre à un défi qui est global, encore une fois. Donc là, je reviens à mon propos du départ, qui est de ne pas se sentir isolé d'un contexte qui est très mouvant aujourd'hui. Et là, pour peut-être penser très rapidement à l'enjeu des ransomware, encore une fois, on connaît toute la vague aujourd'hui autour de cet enjeu depuis 2-3 ans notamment. Vous avez une économie politique du ransomware qui trouve en grande partie son origine en Russie. Donc là, je fais le lien tout à l'heure avec l'Ukraine, où vous avez quand même une question qui est profondément politique, dans le jeu politique. Et je pense qu'aujourd'hui, à la fois les futurs managers, mais aussi les futurs ingénieurs, doivent pouvoir intégrer ce type de paramètres dans leur formation. Oui, alors je dis oui, ça fait 20 ans que j'ai commencé à créer des formations en cyber. Et je pense qu'on est encore très, 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 très loin d'avoir fait le tour de la question. Je vais rebondir sur la question de M. Augros-Dubois. Il y a un temps dans les études où vous êtes à la fois, vous êtes encore étudiant et vous êtes en entreprise, c'est les stages. Donc effectivement, là je vois la question posée par rapport aux étudiants en expatriation, mais de manière plus générale. Moi, j'ai une très bonne mémoire des affaires, on va dire, cyber. Il y a eu quelques années, une étudiante chinoise a été arrêtée dans une entreprise, je ne vais pas citer le nom, dans une entreprise française qui faisait des pièces détachées, et pendant 8 jours, on l'a présentée comme une super hackeuse parce qu'elle avait 3 PC. Moi, j'en ai 5 de PC. Bon. Moi, j'avais trouvé ça curieux quand même. Puis on regardait son profil sur les réseaux sociaux, c'était pas une geek, quoi. Puis en fait, je pense qu'elle a été sacrifiée. Donc, est-ce que quand vous partez en stage, on vous dit, par exemple, c'est bête et méchant, on ne ramène pas de données confidentielles à la maison pour terminer son mémoire de stage, on laisse toutes les données là où elles sont, on vous donne des conseils comme ça, ou ça, c'est encore au stade où on improvise? Moi, je vais partir à l'étranger, donc j'ai pas la. Et à l'étranger, alors c'est encore pire. J'ai pas encore la situation là, mais je pense que je préfère un retour sur la question après. Et puis pour ce qui est des mémoires, je ne suis pas encore en période de mémoire, donc je vais. D'accord. Et Pierre? Pierre. Écoutez, je commence mon stage lundi prochain, donc j'aurai plus d'informations là-dessus. Mais non, bien évidemment. Si c'est pas indiscret, c'est dans une grande, petite, moyenne entreprise. Une grande entreprise à l'échelle européenne, voire mondiale. Alors faites très attention aux fichiers que vous allez regarder. Oui. Alors, de toute façon, donc, pour notre rapport et soutenance de stage, nos tuteurs sont invités et ont obligation justement de relire tout ce qu'on va communiquer à l'école, justement, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune donnée, on va dire, trop sensible. C'est une des consignes imposées à la fois par l'établissement et à la fois par l'entreprise d'accueil. Et c'est quelque chose qui a, j'ai l'impression, tendance à être assez général aujourd'hui. Nous, en tant que jeune entreprise, on accueille beaucoup de stagiaires et d'apprentis. Et dans notre onboarding, la place de la sécurité, de la confidentialité de la donnée, on a beaucoup d'outils forcément, SaaS en cloud dans notre gestion interne. On passe une demi-journée au début à onboarder sur ces questions-là très, très précisément. Parce que c'est un enjeu majeur dans la vie des sociétés. C'est-à-dire que les impacts économiques d'une crise sur les données internes d'une entreprise sont majeurs. Et donc, dans les cultures, en tout cas des jeunes équipes, des jeunes sociétés, ça a une place prégnante. Alors, vu l'âge que j'ai, je peux citer un exemple. Il y a très longtemps, j'ai commencé une thèse à l'INRIA. Il y a des gens qui restaient un peu tard et tout. Puis un jour, il y a un étudiant étranger qui disparaît. D'origine, je ne dirais pas de quel pays, mais un grand pays. Et puis, en fait, il avait accès à tous les codes plutôt tendance militaire. À l'époque, on appelait ça des méthodes d'éléments finis, qui permettaient, entre autres, de calculer des profils d'ailes d'avion et il restait tard le soir. Mais il a été expulsé quand même.
C'était en 88, hein, ça remonte. Et donc, c'est assez fréquent. Hein, et donc, Marion, parce que Marion, hein, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, fait une majeure sécurité. Ah, et Python. Donc, attention. Hein. Pour ma part, j'ai fait un stage du coup là de septembre à février, à début février, dans une entreprise. Et c'est vrai que de la part de Epita, déjà, il y a une demande de faire attention, de faire relire son sujet de stage, de faire relire tous les documents qui vont sortir, de les faire même signer par nos maîtres de stage. Et de la part de l'entreprise, il y a une sensibilisation aussi sur le fait de bloquer son PC quand on part, par exemple. Il y a une sensibilisation qui est faite pour que tout le monde n'ait pas accès à toutes les données. Et il y avait, par exemple, une salle qui était isolée, auquel on n'avait pas accès. Et il y avait une certaine sensibilisation quand même au fait de ne pas laisser les données courir un peu partout. D'accord. Alors, pour un petit exemple, j'ai un collègue dans mon ex-bachelor, parce que j'ai changé, donc bachelor en cyber, premier cours, les élèves courent en pause, et il a changé tous les mots de passe des PC qui n'étaient pas loqués. Voilà. Là, je pense que maintenant, ils font un peu attention. Alors, on va peut-être revenir sur la question qui a disparu, la première question. Voilà. Alors, je la lis pour ceux qui ne voient pas l'écran. Confirmez-vous une exigence de la CNIL sur les diplômes que les diplômes ne pourraient pas être stockés tels quels, mais uniquement leurs données constitutives permettant alors de les générer de nouveau? C'est une bonne question, parce que j'avoue que je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas exactement la question. Par contre, c'est un thème de recherche qui nous est très cher. Et surtout, ce que je ne sais pas, c'est s'il y a un lien avec la blockchain dans la question. Alors, moi, ce que je comprends, mais il va peut-être nous répondre, c'est on ne stocke pas les données, mais on stocke ce qui est nécessaire pour les reconstituer le jour où on en a besoin. Donc, en gros, on les cache. Alors, on peut... je peux repartir d'éléments. On les offusque, en fait. C'est ça, peut-être, qui est devenu, je crois. C'est une bonne question. C'est de ne pas les garder, je crois, ensemble de manière déjà formée. Oui. Alors, moi, je pense qu'on devrait les crypter. Mais bon, c'est peut-être plus simple que de les offusquer. Alors, en tout cas, je peux témoigner très fortement sur ce point, puisque notre premier sujet de recherche est de faire profiter de la puissance de sécurité, stockage long terme des environnements décentralisés, notamment publics. Et de ce fait, on ne peut évidemment pas y stocker des données en clair contenant des données personnelles. Ça, c'est une évidence. Du coup, 1 an et demi de recherche pour nous, pour arriver à un brevet délivré en première lecture aux États-Unis, pour stocker de la donnée chiffrée dans un environnement public et jouer avec de la cryptographie extérieure au lieu de stockage pour donner des droits d'accès et des droits de suppression à la donnée stockée. Et donc, on vient modéliser l'ensemble des cas d'application du RGPD par des biais cryptographiques. Et donc, on se retrouve dans un cas d'application courant du RGPD en ayant stocké des données dans un endroit, entre guillemets, innovant. Ça va se répandre de plus en plus, mais ça a nécessité beaucoup de maths avant. Oui, j'aime bien. Ça me parle. Voilà, pour ce qui est de la CNIL, je ne sais pas, je vais réviser en rentrant demain, mais je pense que oui, la CNIL en fait, ce sont des données personnelles, donc je pense que toutes les lois qui s'appliquent aux données personnelles s'appliquent, et effectivement, les éléments constitutifs du diplôme, comme les notes et les appréciations, je pense que ça fait partie des données qui sont personnelles. Ce qui veut dire aussi qu'un étudiant pourrait demander qu'on les efface. Tout à fait. Il n'y a pas d'exemption, ce sont des données qui rentrent de plein pied dans les cas d'application du RGPD. D'accord. Et alors, question indiscrète, vous avez le droit de ne pas répondre, c'est combien d'écoles qui utilisent votre système actuellement? Alors, en moins de 3 ans, c'est 120 établissements dans 19 pays. Dont beaucoup d'écoles de la CGE, très belles réussites, j'imagine. Dont Rennes School. Ça répond en partie quel est le modèle économique de votre société, de la société BC Diploma.
c'est une société privée, quoi. C'est pas une association. Ce n'est pas une association. Ouais. Voilà, donc on a un modèle. Et Mélanie a partagé le lien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées ou pas? Les étudiants en expatriation. Bon, on peut revenir dessus parce que je pense que c'est vraiment, ça peut être catastrophique quand c'est mal géré, surtout quand je pense qu'aujourd'hui on pourra malheureusement avoir des cas où on va inviter des étudiants dans certains pays pour s'en servir comme monnaie d'échange. Je pense qu'il y a des pays où il ne vaut mieux pas aller faire son stage aujourd'hui. Ouais, ça déborde un petit peu de. Et alors, moi j'ai une question indiscrète, vous avez le droit d'y répondre en disant j'ai un ami qui. Mais j'ai un exemple très particulier en tête d'un étudiant qui fait de la cyber, on me demande de suivre. Et puis un jour, il me dit il faut que je change de stage. Mon amie est chinoise. Votre amie, vous la connaissez depuis quand? Depuis 15 jours. Bon, ok. Ben, tu ne peux plus faire ton stage où tu es là. Oui, je sais. Mais je leur dis ou pas? Ben, je pense qu'ils savent déjà, à mon avis. Voilà. Donc, les approches classiques, hein, c'est classique. On approche des gens dans des soirées. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Non, pas encore. Bon, ça va venir. Vous n'avez pas encore des assez gros potes. Ouais. Alors, chiffrement, anonymisation réversible, identification par hash. Ouais, le hash, c'est d'abord vérifier que ça n'a pas été modifié. Oui, je sais, il y a une contradiction. Alors, je lis la question pour ceux qui ne la voient pas. Données constitutives soumises aux exigences RGPD, mais obligations contradictoires de conservation d'un diplôme durant 50 ans. C'est effectivement problématique. Les gens qui ont émis ces recommandations au niveau européen, le RGPD, je rappelle quand même que c'est un règlement au départ européen, je pense qu'ils n'étaient pas au courant de toutes les petites règles. Les écoles doivent pouvoir prouver pendant 50 ans qu'un étudiant a été diplômé. Et donc, on n'a pas le droit d'effacer. Par contre, on ne conserve pas, on n'est pas obligé de conserver les notes, il me semble. Et oui, c'est contradictoire, mais en même temps, je pense que là, il vaut mieux violer le règlement et permettre aux étudiants, quand même, diplômés 30 ans après, de prouver qu'ils ont. Vous voulez faire un MBA dans les universités américaines, si vous n'êtes pas capable de prouver que vous êtes vraiment diplômé, ça ne le fera pas. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer probablement avec les Ukrainiens qui vont arriver. J'ai le cas de quelqu'un qui cherche un emploi. Elle a 3 masters en Ukraine, elle n'a aucun papier. Je sais pas. Alors qu'avec votre système, elle aurait pu prouver qu'elle les avait. Tout à fait. Ouais, je viens de comprendre. C'est aussi utile en cas de crise. Exactement. Voilà. Il y a quelqu'un qui remercie Pierre pour les questions tout à fait pertinentes. C'est pas quelqu'un de la CGE. Non, d'accord. Et d'ailleurs, la CGE aussi a mis en place, il me semble, un système pour prouver que les diplômés, les étudiants et étudiantes diplômés d'une formation labellisée par la CGE, il y a une banque qui se met en place aussi. Parce qu'effectivement, il y a des entreprises à l'autre bout du monde qui commencent à demander à des organismes de vérifier que telle personne est bien diplômée ou pas. Il n'y a pas d'autres questions? Donc là, on est en roue libre alors. Ok, là, on va laisser parler les étudiants un peu. Ouais. Moi, je voulais rebondir sur ce que monsieur avait dit tout à l'heure concernant l'importance de la formation dans les écoles de management. Oui. Mais pas que. Hein. Oui, non, mais les écoles en Chine aussi. Oui, mais je connais plus le modèle de l'école de management pour le coup. Mais je pense que ce qui est très, très important de notifier, c'est que souvent dans les licences en école de management, on a des troncs communs qui sont très, très généraux, avec beaucoup, beaucoup de matières. Moi, je me souviens de mes cours de finance. Je ne suis pas amené à faire de la finance, ce n'est pas une matière qui m'attire personnellement, je suis amené à faire du marketing. Mais je rejoins monsieur sur le sujet tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il est important qu'il y ait une acculturation sur des sujets cyber pour que quand on est amené à faire des positions de manager et à gérer des directions, quand on est amené à être dans un comité de direction, dans un CODIR, qu'on puisse se positionner
sur des sujets techniques liés à la cyber, parce qu'on a eu des cours dans notre module bachelor et peut-être master de connaissances partielles sur ces sujets-là et qu'on a la possibilité d'apporter un avis critique. Donc ça, je pense que c'est très, très intéressant. Et je pense que des cours de finance, typiquement, dans les comités de direction, on est amené à parler de finance, de stratégie financière pour l'entreprise. Et même si vous êtes un directeur marketing ou un directeur de la communication, vous faites partie du comité de direction. Donc, on attend aussi un point de vue avec une touche possiblement marketing et communication, mais qui est liée à la problématique liée. Donc, je pense que c'est très, très important que les écoles de management intègrent des cours sur la cyberdéfense, sur la protection des données, sur la RGPD, pour que des profils globaux, on va dire, qui sortent d'école puissent justement connaître, avoir une connaissance et poser des questions et répondre et donner leur avis en comité de direction. Vous parlez d'une dimension plus marketing et com, oui. Et moi, plus largement, je dirais qu'il y a un enjeu à rendre intelligible ces enjeux et ce type de risque auprès de board, en l'occurrence, on parlait plutôt de grands comptes, de grandes entreprises, parce que souvent, on a affaire à des codir qui sont effectivement plutôt hermétiques à ce type de problématiques, qui vont concevoir soit de façon anxiogène, ça fait peur, ou soit quand le DSI ou d'autres vont aller demander un budget, ça passera bien après des risques qui seront perçus comme étant beaucoup plus immédiats. Donc il y a un vrai enjeu, je pense, pour ces profils qui sont en train de coaguler comme ça, hein, de rendre ces enjeux cyber vraiment, encore une fois, intelligibles, accessibles, pour aussi trouver un type de narratif, je dirais, en fait, vis-à-vis des membres du board. Et ça, c'est pas un enjeu qui est mince, en fait. C'est un vrai enjeu de fond qui ne va pas percoler de façon très rapide, mais qui est vraiment un enjeu plutôt au long cours. Alors, encore une fois, l'enjeu est, je pense, quand même sur un plan stratégique. Je rejoins totalement sur les deux sujets. Une remarque de notre collègue qui est un peu éloigné, Pierre? Non? Je vous rejoindrai sur tous ces points. À mon avis, ça fait partie des grandes thématiques, on va dire, de ce siècle qui commencent à prendre de plus en plus de place. Et encore une fois, ça reste de la sensibilisation. Ce n'est pas des choses qui doivent être délaissées au profit justement on va dire d'argent purement et simplement. Donc, c'est des nouveaux axes à développer et il faut sensibiliser, il faut essayer justement, oui, de se focaliser un petit peu plus là-dessus dans toutes les instances décisionnelles, je pense. Alors, moi, j'irai plus loin. Je milite pour que ça devrait faire partie de toutes les formations. De la même manière qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être étudiant sans avoir un ordinateur. La première chose qu'on vous donne quand vous arrivez, vous commencez votre stage lundi, c'est ça? C'est ça. Ouais, je pense qu'on va vous donner un accès au système d'information, peut-être même un système de téléphonie qui sera sur votre machine. C'est un outil et c'est hallucinant de voir qu'on ne donne pas, il n'y a pas l'équivalent du permis de conduire, quoi. Alors qu'on peut faire autant de dégâts qu'avec une voiture. Je pense aujourd'hui, vous effacez les données. Enfin, aujourd'hui, on peut tuer une entreprise en effaçant toutes ces données. Je tiens à ajouter là-dessus potentiellement que voilà, il y a une charte aussi d'éthique, de responsabilité qui sont signées généralement au début de ces stages. Et je suppose et j'espère qu'il y aura aussi plus de formation par rapport à tout ça. Et que voilà, toutes les entreprises, d'autant plus dans le domaine informatique, font attention à ce genre de choses. Oui, mais la charte, il faut la comprendre et l'appliquer. C'est pas encore dans l'e-mœurs. C'est vrai qu'il y a aussi malheureusement cet écart entre la théorie et ce qui est mis en place réellement. Il y a malheureusement un gros écart. Non, Marc ? Pas grand-chose à ajouter, mis à part qu'il faudrait effectivement que ça va le rendre plus accessible à tous. Parce que c'est vrai qu'en termes de compréhension, ici, il y a parfois des personnes pour qui c'est un peu la magie obscure qui s'opère. Et que ça serait bien que ça soit plus accessible peut-être. Oui, il faut que ça soit à la fois plus accessible et comprendre que on est dans un monde qui se numérise et il faut comprendre ses limites, quoi. Voilà. Alors, j'aimerais reprendre la question que je ne suis pas sûr d'avoir comprise. J'aimerais savoir votre positionnement sur l'aspect potentiellement intrusif et contestable par certains étudiants de ce mode d'examen. Alors, quel mode d'examen en ligne? Un proctoring, les examens en ligne. Oui. Ah oui, mais là, il nous faudrait 2 jours là pour. Oui. En quoi c'est intrusif?
Je ne vois pas le côté intrusif, moi, de l'examen en ligne. On a eu des étudiants en école de management qui nous ont fait part de problématiques quand ils ont eu des examens pendant la période de Covid, des examens de langue particulièrement, où on leur a demandé d'allumer leur caméra et de faire un tour de leur chambre. Voilà. Il y a un vrai sujet sur le lieu dans lequel ils sont, sur leur intimité. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ont refusé de filmer l'entièreté de leur chambre parce qu'ils ne voulaient pas montrer leur lit ou leur armoire. Je comprends. Et il y a une vraie question sur voilà, notre ami, il a Pierre qui lève la main, mais il a une espèce de floutage derrière avec le logo du BNEI. Il y a des solutions comme ça qui existent où on ne montre pas forcément son arrière-plan parce qu'on n'a pas envie. Et ça, c'est un choix qui est propre à toutes les personnes. Voilà, il y a eu des vraies questions qui ont été posées justement sur les méthodes d'examen pendant les tests de langue et d'autres tests de langue qu'on a abordés il y a 2-3 semaines en conseil d'administration, où il y a des étudiants qui nous ont fait part de ces situations-là. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je me permets de continuer là-dessus. Justement, vous avez parlé de ces tests de langue. Je pensais justement à toutes ces certifications linguistiques. C'est vrai que c'est là-dessus qu'on a généralement le plus de contraintes, on va dire. C'est souvent 2 caméras. Il faut faire le tour de toute la pièce. Il faut être sûr qu'il n'y a pas de casse d'oreillette. Enfin, il y a des enjeux qui se comprennent pour éviter toute triche, mais c'est sûr que là, on arrive sur une vraie intrusion dans la vie privée. Et je peux comprendre que certains étudiants soient totalement contre cette mesure. Et voilà, un fonds comme j'utilise actuellement, pour ce genre d'examen, malheureusement, ça ne passe pas. Oui, alors, Mathieu.b nous dit qu'il pense que les proctoring refusent justement les fonds d'écran parce qu'ils veulent voir l'absence de posters, de livres. Je rebondis sur 2 personnes autour. Comme toutes les écoles, on a fait des entretiens de recrutement, ce qu'on appelle de recrutement, c'est-à-dire en fait, on fait des entretiens avec les élèves de terminale pour les prépas. Bon, un jour, j'ai eu un cas très, très précis. Je ne comprenais pas pourquoi la jeune femme tournait tout le temps la tête. J'ai mis 2 jours, j'ai une très bonne mémoire visuelle, je dis c'est quand même bizarre. Du coup, je l'ai rappelé en disant j'aimerais poser des questions complémentaires. C'est parce qu'en fait, j'ai compris pendant le week-end qu'elle regardait quelque chose, probablement un tableau. Et donc, quand je lui ai demandé de bouger la caméra pour montrer qu'il n'y avait personne dans la pièce, elle s'est tétanisée. Donc maintenant, chez nous, effectivement, c'est obligatoire, mais on ne le fait pas systématiquement. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, on demande de faire un tour avec la caméra. Alors après, moi, je comprends que les étudiants disent « je ne veux pas ». Moi, je n'ai pas envie qu'on voit aussi comment je range mes livres un peu partout, qui font des piles. Je n'ai pas envie qu'on voit ça sur le web, parce qu'en plus, ça veut dire enregistrement possible, soyons clairs. Mais je précise aussi que dans un entretien pour un bachelor en sécurité, on va peut-être aussi descendre votre coefficient de motivation. Il y a un moment, il faut qu'il y ait une certaine confiance. Après, je n'ai pas de solution. Je pense que embêter tout le monde pour quelques cas, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. J'aurais tendance à dire pour quelques pourcents qui vont tricher, en plus dans un examen de langue, s'il faut faire des phrases, on va le voir si vous écoutez quelqu'un, je ne sais pas. Après, il y a des moments aussi où il y a un seul prof pour plusieurs élèves qui surveillent plusieurs écrans, du coup, et avec 2 caméras, et à ce moment-là, ça aide peut-être le prof. Après, par exemple, il y a des endroits aussi où je pense que les étudiants ne sont pas aptes à avoir une pièce qui leur est dédiée, et ça complique aussi ce genre de position. Oui. Mais il y a aussi le cas où il y a vraiment quelqu'un dans la pièce, quand vous dites « Bonjour madame, est-ce que vous pourriez quitter la pièce ?» Et puis vous avez la maman qui dit « Ah bon, vous aviez compris que j'étais là ?» Oui, il tourne les yeux. Là. Moi, je n'ai pas de solution. C'est un vrai problème. Voilà. C'est un problème qu'il va falloir creuser. Mais bon, vous êtes d'accord quand même que donner une certification en langue à quelqu'un qui n'a pas le niveau, ce n'est pas lui rendre service. Quoi. Je dis toujours, il le paiera un jour ou l'autre. Voilà. Alors, Pierre, qui nous fournit toutes les questions qu'on attendait là. Centre public de regroupement d'étudiants distants. Ah oui, dans le modèle, donc là, c'est regrouper des étudiants qui sont loin de leur centre d'examen classique. Le TOEIC le fait très bien au niveau mondial. Voilà.
quand vous passez le TOEIC sans passer par l'école, vous avez des centres. À Paris, je crois qu'il y en a une bonne dizaine. Voilà, moi, je l'ai passé à l'école des mines quand j'ai voulu tester un jour ce que c'était que le TOEIC, à force d'entendre que ça bloque les étudiants. Je dis, je vais aller voir. Hein. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir 800 quand même. C'est faisable, mais là, je pense que ça serait très coûteux pour, vous imaginez, un étudiant qui est à Montréal et qui doit passer un examen pour une école française, la logistique que ça représente de dire il faut réserver une pièce, une salle, en plus dans les délais impartis par l'école, parce que si votre examen est au mois de juillet et que l'école dit qu'on doit avoir les notes fin juin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et il y a toujours la position de la CNIL. Je vais réviser demain parce que je ne suis pas un fan de tout ce que publie la CNIL. Je crois de le dire, ça. C'est enregistré, je crois. Bon, c'est pas grave, j'assume. Je ne suis pas un fan de tout ce que dit la CNIL. Voilà. Il y a aïe, quoi. Je donne un exemple. Hein, ils sont absolument contre la détection de visage, la reconnaissance faciale. Je viens dans un aéroport, je pense que ça sécurise quand même les gens qui prennent l'avion avec leurs enfants. Ça, c'est un point de vue. Qu'on ne le fasse pas partout, je suis d'accord, mais dire il faut l'interdire partout, c'est un concept que je pense qu'on peut négocier quand même. Voilà. Je compatis à Gros Dubois, dit je compatis à nous ne savons pas à quoi, mais il y a un smiley. On a fait le tour des questions ou pas? Oui, je crois, hein, à peu près. Il y a Pierre qui lève encore la main. Ouais. Je me permets aussi de revenir très rapidement sur le TOEIC ou tout examen à distance. Je pense aussi le rôle de ces organisations ou de l'école, dans le cas où c'est imposé par l'école, de mener une petite campagne, on va dire, de qu'est-ce qu'on fait de ces données justement vidéo, parce que forcément, oui, il y a l'examinateur, on va dire, qui entre guillemets peut nous observer dans un premier temps, mais après, ces données, est-ce qu'elles sont conservées? Si oui, combien de temps? À quel point elles sont sécurisées? Est-ce qu'elles sont chiffrées? Qui a accès? Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses peut-être qui permettraient aux étudiants d'être peut-être un petit peu moins contre ce genre de mesures. Forcément, ce n'est pas une solution complète et pleinement satisfaisante pour les deux parties, mais c'est aussi en passant par des mesures comme ça, peut-être qu'on instaure un peu plus un climat de confiance en tout cas. Alors, j'aime bien ce que vous venez de dire parce que j'ai milité aussi dans toutes les écoles où j'ai travaillé en disant c'est sympa d'exiger des pratiques et de bonnes pratiques de la part des étudiants, mais on se rend compte que quand on demande aux salariés, donc les enseignants et les autres, hein, de suivre des pratiques identiques, là on se rend compte qu'il y a un gros blocage quand même. Et je pense qu'on est tous à égalité. Dans les problèmes de sécurité, tout ce qui pour moi concerne la cyber, étudiants, enseignants, administration, on est au même niveau. Parce que c'est le même combat. Voilà. Et par contre, moi, je n'ai jamais enregistré les interviews que j'ai fait de mes étudiants. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui enregistrent les examens en ligne. Bon, et ça, il faut l'interdire absolument. Hein. Il faut exiger des écoles que les enseignants qui font qui font ces entretiens s'engagent à ne rien garder. Ça, c'est illégal. Hein. Voilà. Je vais vérifier quand même ce qui se passe dans l'école où je viens d'arriver. Là, c'est du ressort des DPO. Et il y a quand il y en a un. Quand on en a un, mais il doit y avoir un DPO. Ouais. Et il y a des obligations d'information. Il y a des obligations d'information sur la manière dont sont stockées les données et la qualité du stockage et les durées de stockage. Donc, dans une école qui a une réelle politique RGPD, de mise en œuvre du RGPD avec des process validés par le DPO. Ouais. Voilà, on doit mener ces réflexions. Ouais. Moi, je n'en connais pas. Hein. Ah, il y a des. Moi, j'en connais. Qui ont un DPO actif. Qui ont des DPO actifs. Qui expliquent à tout le monde le RGPD. Ah, bon. Pour ne pas les nommer, en tout cas, certaines grandes universités publiques avec lesquelles on travaille ont des services DPO c'est bien, de grandes compétences. Je suis très sûr. Moi, j'aimerais rebondir tout à l'heure sur la notion de transparence. Numérique ou transparence sur les données des étudiants. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu antinomique. Quand une école
à des données personnelles sur des étudiants. C'est à l'étudiant de faire la démarche, d'aller chercher la donnée qui le concerne lui. Et je trouve que quand on parle de transparence, pour moi, la transparence, c'est justement de se dire que quand une école a des données de l'étudiant en question, il n'a pas besoin d'aller les chercher ou les demander. Elles doivent venir directement à lui parce que c'est lui le premier propriétaire de ces données. Et je pense qu'il y a beaucoup de DPO aujourd'hui dans les écoles de management et de commerce, dans toutes les écoles. Moi, personnellement, je ne connais pas aujourd'hui le Data Protection Officer de mon école de management. Je ne l'identifie pas. Il n'a pas un visage, alors que j'identifie le directeur du master, le directeur des études, le directeur de programme, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une vraie question sur C'est une question de culture. Ouais. Il faut attendre quelques années et avoir des gens qui installent cette culture. En général, il faut un incident. En général, quand il y a un incident, c'est comme les incendies. Tant qu'il n'y en a pas, personne ne vérifie ou respecte les règles. Après, vous avez un incendie, et puis après, on se met à respecter à outrance les règles, malheureusement. Ouais, les DPO, il y a quand même des écoles. Alors, je pense qu'il y a des écoles comme certaines entreprises qui nomment quelqu'un, parce qu'on dit qu'il faut, voilà, des organismes qui disent quel est le nom de votre DPO, ben, vous mettez un nom, quoi. Mais quand on regarde le nombre de gens qui ont suivi une formation pour être DPO, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est très bien les formations du marché. Actuellement, c'est très bien. On a un DPO en face. Là. Quelle formation DPO, monsieur Augros-Dubois, si ce n'est pas indiscret? Est-ce que vous avez suivi une formation? Est-ce qu'il y a un master spécialisé à pas Télécom Paris Sud, mais l'autre, la Business School d'Evry? Ils ont un master spécialisé en DPO, pour former des DPO. Je crois qu'il y a deux masters sur le marché qui forment des DPO de manière correcte. Après, vous avez des formations petites, mais ça reste quand même assez rare. Il faudrait peut-être commencer par là. Je vais demander à mon école ce qu'ils en font. DPO d'université. Ouais, ça c'est un gros boulot, ça. Oui. Et on est au cœur du débat. Ouais. Un DPO qui est compétent et peut agir réellement sur les problèmes sur les questions dont on est en train de parler ici, qui ne sont jamais simples, mais déjà d'y réfléchir avec une grille de lecture en se disant comment est-ce qu'on va appliquer après une analyse de l'existant, c'est d'une richesse, c'est une très très grande richesse pour les organisations. Il a répondu, M. Augros-Dubois, formation via Presta, oui, ça doit être une formation courte. Maîtrise d'histoire, Admin 6, waouh! Admin 6 réseau et certifié Cisco après une maîtrise d'histoire. Le choc a dû être violent quand même. Oui, certifié Cisco, ça doit un peu aider pour comprendre les problématiques des PO. C'est une formation certification assez pointue. Vous confirmez quoi? Parce que j'ai dit plein de trucs là. Violent. Oui, bah ça j'imagine. J'ai déjà vu des reconversions extraordinaires. C'est bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut aborder comme question? Il y a une remarque de Rafia. Ah, pardon, j'ai pas vu. Alors, l'information préalable des étudiants est obligatoire. Oui, je suis d'accord. Ça devrait faire partie de manière très très claire des chartes qu'on fait signer aux étudiants, mais il faut vérifier qu'ils les lisent, parce que moi j'ai écrit la charte du premier master spécialisé que j'ai créé, il y a quand même déjà longtemps, et tous les ans il y avait des étudiants qui violaient, quoi. Un jour j'ai eu la visite de la gendarmerie, hein, je donne un exemple. Il y a une étudiante en fugue, une jeune étudiante mineure en fugue qui s'était connectée sur un des PC de ma salle master. Je dis aux gendarmes, je ne comprends pas ce que vous dites là. La salle master, il faut 3 codes pour rentrer dedans. Puis là, je comprends, je fais, c'est un étudiant qui a dû la laisser rentrer à 4 heures du matin. Donc, étudiant exclu, évidemment. Il avait signé la charte, mais je pense qu'il n'avait pas compris. Voilà. L'information des étudiants, effectivement. Moi, je suis toujours un peu embêté avec la notion de mot information. C'est donner un document à quelqu'un, c'est lui donner de l'information, mais ce n'est pas forcément lui faire comprendre ce qu'il y a dans l'information. Je pense qu'il faut une formation au sens court, et pas forcément court, parce que c'est plutôt des ateliers
Si vous faites un cours magistral sur les cyber-risques des étudiants qui arrivent en école de commerce ou d'ingénieur, ça va être un cours de plus. Comme on dit souvent, enfin, je sais pas, il y a des cours de gestion de crise quand vous êtes étudiant, la gestion de crise. Je comprends qu'il y ait des outils, hein, mais vous vous en servirez quand vous aurez une vraie crise à gérer, quoi. Ou gestion de projet. J'ai toujours eu du mal avec les cours de gestion de projet à des étudiants qui n'ont jamais fait de projet autre que des TP de 3 heures ou 6 heures, quoi. Mais effectivement, là, il y a un déficit. Hein. Je ne peux pas être pessimiste. Hein. Moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que par rapport aux années 2000, je rappelle quelque chose quand même, les ransomware, les premiers ransomware qu'on a vu arriver sur le marché, les rançongiciels, qui est un mot horrible, ça faisait rire les spécialistes. Hein. Là, en bas, là, au rez-de-chaussée, il y a plusieurs dizaines de spécialistes d'une boîte que je ne vais pas citer, mais qui est une des meilleures boîtes de cybersécurité française. Dans les années 2000, on était nombreux à collectionner les malwares, enfin, ce qu'on appelle maintenant les malwares, parce qu'on les trouvait drôles, parce qu'ils ne faisaient pas grand-chose, quoi. Des clés de chiffrement de 56 bits qu'on cassait en 30 secondes, clés de chiffrement asymétriques. Je disais toujours, ils n'avaient pas suivi les cours de crypto jusqu'au bout. Ça nous est vraiment rire. Je crois que ça a changé en 2007 quand j'ai vu arriver une clé de chiffrement, donc un code en partie chiffré avec une clé de chiffrement de 666 bits. Là, je me rappelle très bien, je dis, ah oui, ils ont embauché des gens qui comprennent. Et depuis, ça a empiré. Aujourd'hui, analyser un malware, c'est devenu un travail d'expert, quoi. Hyper pointu. Mais on a fait des progrès quand même. Aujourd'hui, les gens savent, par exemple, qu'on ne clique pas sur un fichier attaché de quelqu'un envoyé par quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, et ainsi de suite. Alors qu'il y a 20 ans, on faisait des tests à l'école, 98% des élèves cliquaient sur la vidéo qui disait cette vidéo est drôle. Moi, j'ai fait des tests depuis très longtemps. En 97, 66% des mots de passe des étudiants de première année, c'était maison. Vous avez compris pourquoi? 96-97, ils avaient vu E.T. quand ils avaient 5 ans. Ils arrivent en école d'ingénieur et ils prennent maison comme mot de passe. 280 étudiants, il y a plus de 60% des élèves qui prennent le même mot de passe. Du coup, on a changé le système de gestion de mot de passe pour interdire qu'on ait 2 fois le même mot de passe, ce qui est une erreur en soi d'ailleurs. Hein. Je me suis connecté à un système d'une administration qui m'a dit « Vous ne pouvez pas prendre ce mot de passe, il est déjà dans la base. » Ah ouais, c'est bien ça. J'adore ces petits détails. Et puis pour finir, alors, quand vous êtes sur le web, vous faites attention aux petits détails ou pas? Moi, j'ai voulu faire un don à une association il y a quelques semaines et je vois une flèche vers le haut pour le montant, puis je vois qu'il y a le symétrique, il y a une flèche vers le bas. Vous faites quoi? Non? Ah, vous cliquez sur 1, 2, 3 jusqu'à... Moi, j'ai cliqué en bas. -1, -2, -3. Donc, le système me demandait combien d'argent je voulais prendre. C'est négatif. Alors, information RGPD. Ah oui, non, mais le RGPD, je dis, c'est très, très bien que ce système existe. Il faut encore l'expliquer aux GAFAM. On a encore du travail. Mais ça reste encore à être intégré dans nos pratiques professionnelles et privées, d'ailleurs, pour moi. Alors, il nous reste moins d'un quart d'heure. On va peut-être faire un tour de table. On va commencer par Marion. Sûr. Une conclusion. C'est la... Ah là là. On a une autre question. Est-ce qu'en France, les écoles sont plus réticentes qu'ailleurs pour dématérialiser leurs diplômes ou attestations? Je ne sais pas si c'est le cas. Je sais que j'ai fait la rencontre des responsables de 2 universités canadiennes qui, eux, dématérialisent tout. J'y étais ce matin avec l'université de Sherbrooke et hier Chicoutimi. Ça ne leur pose pas de problème. Je pense que quand on dit dématérialiser dans une école française, il y a la peur aussi de perdre les données. Je pense que c'est... Moi, je l'ai déjà vu ça. Si on met tout en numérique, que se passe-t-il si on perd toutes les données? Et c'est une question importante. Hein.
Si on perd toutes les données de 10 années d'étudiants, je pense qu'il y a des étudiants qui pourraient porter, enfin des ex-étudiants qui pourraient porter plainte. C'est un problème qui n'est pas encore très bien réglé. Moi, je n'ai pas l'impression, je vais peut-être laisser aux deux intervenants. Hein, je suis bien d'accord. Oui. Alors, merci Elisabeth pour cette question. Ce qu'on peut observer côté BC Diploma, où on travaille déjà largement à l'international avec 19 pays, dont, si je ne dis pas de bêtises, 17 hors Europe, c'est que la France est plutôt bien placée côté dématérialisation, mais que globalement, les réticences sont assez uniformément réparties, puisqu'elles dépendent souvent de la bonne acculturation et scientifique et technique aux nouvelles technologies de certains collaborateurs clés dans les organisations, et que cette culture technologique et culture des nouveaux outils dépend pas forcément de la localisation géographique. Donc souvent, pour la réussite de projets de dématérialisation grande échelle dans des organisations académiques, il en va de la culture technologique de certains collaborateurs clés. Par ailleurs, on commence pour le coup à avoir plutôt des facilités pour expliquer qu'un bon système numérique peut permettre de ne pas perdre les données. Et ça, quand il est bien fait. Alors nous, notre travail, c'est de bien faire, justement sur cette question de la pérennité. Et là, on observe une forte accélération. En 4 ans, il y a 4 ans, moi, je débarquais dans une école, j'ai passé 2h30 à expliquer ce qu'était la blockchain et pourquoi ce genre d'environnement extrêmement sécurisé peut profiter à des questions de stockage long terme et sécurisé. En 4 ans, il y a eu vraiment une réelle diffusion de cette idée que ce genre de technologie peut répondre de manière efficace dans un environnement professionnel, académique, aux organisations pour traiter ce genre de questions. Et donc, on n'a plus à passer 2h30 à expliquer ce genre de choses, sauf quand il y a des blocages qui peuvent être culturels, peut-être autres, pas forcément liés, d'ailleurs, le blocage lié à une peur de la transformation digitale ou une peur de nouveaux outils ou nouvelles technologies. Elle n'est pas forcément géographique, cette peur. En gros, la mode du Bitcoin vous a rendu service. Alors, au contraire, non. Non, parce que le Bitcoin étant lié à la blockchain, la plupart des gens connaissent l'expression blockchain à cause de Bitcoin, non? Non, alors le Bitcoin a plutôt tendance à nous desservir très largement par son empreinte écologique extrêmement néfaste et son image d'outil de trading. Alors que nous, on travaille avec des blockchains de génération récente qui sont pensés pour être des outils applicatifs qui rendent des services fonctionnels, applicatifs très précis, ce qui n'est pas le cas de la blockchain Bitcoin. Donc, on profite plutôt de la tendance des grands groupes, des grandes entreprises, des administrations qui poussent l'utilisation de la blockchain pour les cas de supply chain, de traçabilité alimentaire. Et on se rend compte que 2 tiers des grands groupes ont leur projet blockchain et ont intégré les blockchains, quelles qu'elles soient, privées de potentiel privé, dans certaines briques de leur système d'information pour des usages et des points précis pour lesquels elles peuvent être utiles. Merci. Alors, je suis un fanat de la blockchain, je déteste le Bitcoin. Je ne comprends pas à quoi il sert à part spéculer. Et ce serait bien quand même qu'on sache un jour qui est derrière, quoi. C'est très élégant, mais c'est très complexe qu'il y a derrière. Qu'un seul cerveau a inventé ça. Alors, il y a il y a une remarque et une question. Alors, on va prendre la question peut-être. Donc, la remarque, oui, le coffre-fort, ça se met en place. Moi, j'en ai un là. Je m'en sers pas vraiment, mais à part les feuilles de paye, je trouve que c'est pratique. Là, je viens de changer d'entreprise, j'ai réussi à le faire suivre, ce qui n'était pas évident au départ. Ça m'a demandé 2 heures quand même, donc c'est pas encore immédiat. Le projet Gaia-X, oui, Thierry Breton est quelqu'un qui a une très très bonne vision du monde numérique, entre ses différentes activités politiques et professionnelles. Il a quand même dirigé une
grande entreprise numérique, pour ne pas la citer. Si la Sapiens dans un état on peut discuter. Oui, mais il a sauvé Thomson en allant piocher dans les brevets alors qu'on voulait la vendre à 1 euro et qu'il y avait 400 millions de brevets dans les caisses. C'est les gens qui voulaient l'acheter à 1 euro, ils ont dû grasser des dents. Je vais prendre la dernière question là. Enfin, la dernière, je pense que ça sera une des dernières. C'est une bonne question. Donc, la question pour la résumer, c'est que faire en cas de cyberattaque comme celle qu'on voit dans les hôpitaux. C'est une honte de voir ce qui se passe comme cyberattaque dans les hôpitaux, mais effectivement, et les cliniques aussi, il ne faut pas les oublier. Il y a déjà eu visiblement en Allemagne un mort à cause d'une attaque dans une clinique. On a dû déplacer la personne et elle est morte pendant le voyage. Après, dire si elle est morte à cause de l'attaque ou pas. Qu'en est-il des écoles? Alors, je vais laisser la parole à mes collègues. Je vais juste faire une remarque. Je pense que ça dépend de ce qu'il y a comme formation dans les écoles. Je vais être clair. Vous êtes une école d'informatique en France. Quand il y a une attaque, ce n'est pas l'école qui s'en rend compte, c'est les gens à l'extérieur qui vous appellent. Parce qu'il y a des choses qu'on surveille. La première attaque que j'ai en mémoire, qui en plus venait de la Corée, donc au départ, je parle des années 90, hein, c'est un coup de fil de quelqu'un d'un ministère qui nous appelait en disant « Vous affolez pas, vous êtes attaqués, mais on contrôle la situation. » Je ne comprends pas ce que vous dites. C'était 94, je crois. Voilà. Donc, si vous êtes une école d'informatique, la gestion de crise, je ne dis pas que c'est super bien géré, parce qu'il y a plein d'attaques dans toutes les écoles d'informatique subissent des attaques, surtout depuis 6 à 12 mois. Ça a vraiment augmenté. En général, c'est simple, on coupe tout déjà pour commencer, parce qu'on ne veut absolument pas être la cible de gens qui pourraient se moquer de l'école. C'est-à-dire qu'au-delà de laisser en place les processus qui nous permettent de travailler, il y a aussi l'image. L'image d'une école en informatique qui fait de la cyber, si vous êtes attaqué et que ça se diffuse bien sur les réseaux, ce n'est pas évident à remonter après. Voilà. Donc, à Epita, j'ai passé quelques années. Il y a tout le temps des attaques. Ça ne nous a jamais empêché de travailler. Des fois, c'est un peu plus pointu. Donc, dans ce cas-là, on fait une cellule de crise et puis on essaye de se passer en mode dégradé. Mais quand vous avez une bonne équipe technique, ce n'est pas un problème. Après, je reconnais qu'il n'y a pas de cellule de gestion de crise dans les écoles, à ma connaissance. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est des écoles de commerce. Il faut demander au DSI, du coup, là c'est pas ma fonction. Donc là, je ne peux pas. C'est une bonne question, mais je ne suis pas sûr que. Déjà, il faut regarder ce qui se passe dans les hôpitaux. La plupart des hôpitaux ont beaucoup de difficultés pour répondre à une cyberattaque aujourd'hui. C'est des systèmes d'information qui sont anciens, il y a des raisons de statut, de trucs, de machin, enfin on empile des couches, des outils. En général, tout s'arrête. C'est une catastrophe, quoi. Là, il y a vraiment un travail de fond à faire. Mais encore une fois, les cyberattaques dont on parle dans la presse, pour le dire, font du bien, entre guillemets, aux autres hôpitaux qui commencent à... Il faut prendre des gens qui comprennent, qui sont des experts. Sinon, évidemment, ça n'avance pas. Mais ça, c'est une catastrophe. Et puis, je pense que c'est en augmentation, les bruits de guerre qu'on entend en Europe sont amplifiés dans le monde numérique. Il y a un nombre d'attaques colossal en ce moment. C'est l'ANSSI, ça fait vous donner de la tête là. Voilà. Allez, dernière phrase, chacun. On va commencer par celui qui est distant, Pierre. Très bien, déjà merci pour ce temps d'échange. Et moi, je pense qu'il faut garder une idée principale, c'est sensibiliser les étudiants comme le corps enseignant administratif à toutes ces questions qui sont primordiales. Et justement, oui, pas attendre qu'il y ait un drame, entre guillemets, qui se produise pour mettre en place des solutions. Il faut agir, vaut mieux prévenir que guérir, c'est l'adage, et je pense qu'il est vrai. Oui, et même dans le numérique, c'est encore plus vrai qu'ailleurs, peut-être. Marion? Moi, je dirais, oui, sensibiliser, et pas forcément que le corps enseignant, et pas forcément que les élèves, c'est plus général, ça touche... On a oublié les parents. ça touche tout le monde.
peut-être sensibiliser et rendre accessible et compréhensible aussi quels sont les risques aussi qui sont engendrés par ces attaques. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut travailler. Déjà, merci pour ces échanges. Merci à nos spectateurs d'être restés jusqu'à maintenant. Et moi, je voudrais souligner que ce qui me passionne dans le métier comptable avec les écoles, c'est quand, en venant s'attaquer à des questions de sécurité comme la sécurité de données, on va pouvoir créer beaucoup de valeur ajoutée pour l'utilisateur final qui est l'étudiant et qui va pouvoir disposer à sa guise de données certifiées de ses diplômes et pour les présenter de manière autonome. Donc, le travail autour de la sécurité de la donnée, autour de sa transmission, ça peut avoir des effets directs en valeur d'usage pour plusieurs parties. Merci. Moi, je pense qu'en fait, un des enjeux, c'est savoir se préparer à l'imprévisible. Encore une fois, quand il est d'entreprise ou d'administration, cette dimension cyber, elle est un peu hors sol. Donc, elle n'est pas bien appréhendée, on a déjà évoqué tout à l'heure. Et ça suppose vraiment de penser des gouvernances adaptées au monde d'aujourd'hui. Ça, encore une fois, là, j'en reviens à cette dimension plutôt managériale qui doit concerner l'ensemble de nos écoles, à la fois d'ingénieurs et aussi de management, pour essayer de penser ce monde d'aujourd'hui et de demain qui est bien complexe. On a évoqué quelques mots-clés jusqu'à présent. Donc, essayons de ne pas être trop fonctionnels à ce sujet-là, mais c'est vrai que ça pose des questions très concrètes en matière d'organisation. Ça sera peut-être mon mot de la fin. Moi, je vais terminer. Alors, c'est la dernière table ronde. Je vais rebondir sur le mot anxiogène. Il y a quelques années, j'intervenais dans une école doctorale devant des doctorants qui n'étaient pas informaticiens. Et donc, l'organisateur m'avait demandé de faire une présentation des risques cyber. Et j'ai fait une présentation de 3 heures en prenant des exemples concrets. Donc, moi, j'aime bien distinguer ce qu'on appelle il y a les hackers gris, blancs et noirs. Ben, moi, je distingue les entreprises blanches, noires et grises. Et dans les grises, je mets tous les GAFAM sans problème. Et je ne me suis pas rendu compte, je reconnais, je prends des exemples concrets, des extraits de la presse qu'on trouve sur le web et tout. Voilà, rien de confidentiel. Et à la fin, il y a des étudiants qui sont venus en me disant « C'est super anxiogène, là. Vous nous avez mis une peur. On ne comprenait absolument pas ces histoires de problèmes numériques, patati-patata. Mais c'est super angoissant ce que vous dites. » Du coup, après, j'ai commencé à dire, il y a des outils. Il faut terminer en disant, moi, je suis un fan de développement d'outils. C'est pour ça que la conférence en bas est une très bonne nouvelle. Il présente des outils contre les malwares très intéressants. Moi, je suis un fan des outils, mais les outils, c'est limité. Il faut former les gens. Voilà. Vous voulez conduire une voiture, vous avez besoin d'un permis. Une fois que vous avez la voiture, c'est un outil qui peut tuer des gens, involontairement ou volontairement, quelquefois malheureusement. Le numérique, c'est génial, mais ça peut aussi être une arme. Et il faut apprendre à la manipuler avec précaution. J'espère que nos spectateurs ne se sont pas trop ennuyés. Alors, merci pour cette journée. Ah, pardon. Désolé. Non, pas de souci. J'ai la fatigue, là. Ouais, c'est le début de l'après-midi. Je vais terminer, je vais faire un propos qui sera très simple. Je pense que l'existence des labels dans les écoles de management et les écoles d'ingénieurs est particulièrement importante. Il y a de plus en plus d'étudiants qui sont intéressés par ces labels. J'ai regardé tout à l'heure le label For Digital qui est lancé par la conférence des grandes écoles. Moi, je pense qu'il serait intéressant de travailler avec le BNEI, la CNIL, le BNEM et la CGE sur un label Data et Cyber pour les grandes écoles de management et d'ingénieurs qui permettrait justement de garantir la sécurité des données, garantir le fait que les écoles sont protégées des attaques cyber en les accompagnant et en remettant à la fin ce label qui sera en sorte un gage de qualité pour les étudiants, la protection de leurs données, la protection cyber par rapport aux cyberattaques. Donc voilà, je tends la main pour un travail collaboratif sur ce sujet. Ouais. Finalement, la certification du niveau d'anglais, c'est le TOEIC, qui est une entreprise au départ. Et normalement, d'ailleurs, on n'aurait pas le droit d'y faire appel pour faire valider des diplômes en France. Bon, je dis ça, je n'ai rien dit. Un diplôme en France n'a pas le droit, je crois, de dépendre d'une entreprise privée, normalement. Oui, un label. Alors, on parlerait plutôt de certification en cyber. Ouais, c'est pas bête ça. Vous n'avez qu'à la créer. On peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Ah non, moi je ne suis pas entrepreneur. Chaque fois que j'ai essayé.
Bon, et la dernière remarque de Pierre, oui, je confirme, hein, je pense que le niveau de culture en cyber dépend effectivement, malheureusement, je dirais quelquefois, des disciplines enseignées en fait, dans l'école. C'est clair que dans une école d'informatique, en Bac+5, en général, enfin aujourd'hui, presque toutes les écoles ont une formation cyber, ne serait-ce que minimaliste ou extrêmement spécialisée. C'est difficile de former un ingénieur informatique sans qu'il ait une culture cyber. Ça serait même d'ailleurs, à mon avis, ça devrait être interdit. Ce n'est pas encore le cas. Là, je pense que tout le monde a parlé, je ne me suis pas trompé. Voilà. Désolé. Hein, pas de souci. Il est 16h45. C'est la première fois que nous finissons dans les études. Voilà. Merci à tout le monde. Là, on a perdu 11 spectateurs, donc je pense qu'il est temps d'arrêter dans les 2 dernières minutes. Là. Dernière table ronde. Merci aux organisateurs de la CGE. Merci Mélanie d'avoir fait le maître du temps. On arrête là? Non, c'est fini là. Bonne journée, bonne soirée. Merci à tous. Merci. Faites attention sur le web. Au revoir. Au revoir.